Donc, on est au cœur de tout cet écosystème, on voit tout ce qui se passe, on voit comment réagissent les investisseurs face à la crise. Quand je dis investisseurs, je parle de business angels, parce qu'il faut bien comprendre que c'est des investisseurs vraiment à part. C'est les seuls qui investissent au stade de maturité auquel ils investissent, en l'occurrence, au stade de maturité très, très jeune. Et, et donc voilà, nous on a une position privilégiée pour observer tout ça, pour comprendre comment les business angels réagissent, comment ils perçoivent l'avenir, qu'est-ce qu'ils comptent faire dans les prochains mois, est-ce qu'ils vont continuer d'investir, est-ce qu'ils vont s'arrêter, etc. D'ailleurs, à ce propos, on a réalisé la semaine dernière une étude auprès de notre communauté d'investisseurs de Business Angels sur voilà, le thème de qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que vous êtes toujours chaud pour investir, si oui, est-ce que vous allez investir moins, dans quel secteur, quels seront vos critères de sélection. Et donc, on a tiré de ça des enseignements vachement intéressants. Et Alexandre, qui donc, anime le webinaire avec moi, va peut-être pouvoir publier le lien de notre étude. Donc, vous pourrez voir les réponses des Business Angels. On a interviewé une centaine de BA qui ont répondu voilà, sur leur projet d'investissement sur les semaines qui viennent. Et c'est vachement intéressant. C'est assez encourageant d'ailleurs parce que vous verrez que la majorité des business angels continuent d'investir. En tout cas, c'est ce qu'ils déclarent. Voilà, donc je vous invite à aller voir. Alexandre a mis le lien. Voilà. Pour le sujet du jour, c'est justement quels sont les projets des business angels pour les semaines qui viennent, quel rôle ils ont à jouer dans l'écosystème startup dans cette période difficile, parce que, comme je vous ai dit, les business angels sont des gens qui accompagnent beaucoup les entrepreneurs qu'ils ont financés. Et dans cette période de crise, pour des entrepreneurs, c'est particulièrement important d'être soutenus par leurs actionnaires qui sont des associés. Donc voilà, les business angels ont un rôle, je pense, vachement important à jouer en ce moment, encore plus que d'habitude. Et donc, c'est le thème du jour. Donc voilà, donc je vais regarder vos questions. Vous pouvez me poser tout ce que vous voulez comme question. Sachez juste que nous, Angel Square, donc pour finir mon intro, donc pendant toute la durée de la crise, nous on reste sur le pont avec toute notre équipe, on reste mobilisé pour continuer de sourcer les meilleures boîtes, identifier les meilleures boîtes. Alors évidemment, nos critères de sélection prennent en compte l'actualité, donc forcément on s'adapte, la philosophie d'investissement de pas mal de business angels va forcément évoluer avec le contexte actuel, donc on prend ça en compte. Mais on continue d'être sur le pont, nous, l'équipe Angel Square. On est au chevet des entrepreneurs qui réalisent leur levée de fonds avec nous, qui sont en train de se poser la question de est-ce que c'est le bon moment de lever des fonds ou pas. Donc voilà, donc si vous avez la moindre question, si vous voulez des infos sur comment se passe une levée de fonds en ce moment, n'hésitez pas à contacter l'équipe Angel Square. Voilà. Et puis donc on organise également régulièrement des webinaires sur des thèmes variés qui ont un lien avec la levée de fonds, comment s'organiser en ce moment, quels investisseurs solliciter, etc. Voilà, tous les mercredis, on organise un webinar. Le jeudi, on fait également des webinars dédiés aux entrepreneurs avec des sujets spécifiques. Voilà, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à creuser un peu les différentes initiatives d'Angel Square. Et voilà, donc je vais regarder les questions. Alors, y a-t-il un repositionnement, donc je prends dans l'ordre chronologique, hein. Y a-t-il un repositionnement des portefeuilles des VC BA vers des solutions durables, notamment sur le plan des ISR? Alors, bon, c'est une question assez spécifique, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que les VC, moi, je vais commencer par les VC. Les VC sont particulièrement tendus, sont forcément plus tendus que les business angels. Pourquoi? Parce que les VC, en fait, investissent l'argent de leurs souscripteurs. Donc forcément, les VC ont des contraintes que les business angels n'ont pas. Et donc les VC, là, aujourd'hui, pour une bonne partie d'entre eux, il y en a plus de la moitié. Il y avait une étude qui était sortie il y a quelques jours, au début de la crise du Covid, qui disait que plus de la moitié des VC allaient arrêter d'investir dans une nouvelle startup et garder leurs fonds pour soutenir les boîtes de leur portefeuille qui en auraient besoin pour, voilà, en fait, ils vont jouer défensif et ils vont prioriser leur budget sur les boîtes de leur portefeuille déjà. Pour ce qui est des business angels, c'est pour ça que je vous invite d'ailleurs à aller voir les résultats de l'étude, puisqu'ils ont dit que leurs critères d'investissement allaient évoluer.
Donc, pas seulement en termes de secteur d'activité, mais notamment en termes je pense, de philosophie d'investissement. Je pense que les BA maintenant, vont, ils l'étaient déjà un peu avant la crise, mais ça le sera encore plus après, ils vont être vachement attentifs au côté résilient de l'entrepreneur, au côté terre à terre. Donc, ils vont vouloir des entrepreneurs qui ont les pieds sur terre, qui ont en tête la rentabilité de leur business, etc. Donc, bon, la question, c'est est-ce que ça va aller vers des solutions durables? Moi, je réponds que une des solutions durables que vont envisager les investisseurs, ça va être des business durables, ça va être des business sains, plus sains économiquement que ce qu'on voyait assez souvent avant la crise. Et voilà, moi, c'est comme ça que je vois le repositionnement des portefeuilles VC-BA. Et d'ailleurs, je pense que les secteurs d'activité que vont rechercher en priorité les BA vont évoluer dans ce sens-là. Voilà, on a vu que les BA allaient citer en premier comme secteur d'activité auquel ils vont porter une attention particulière. Ils citaient la medtech, ils citaient la foodtech, ils citaient le e-commerce. Donc, c'est des business assez simples. En fait, on s'éloigne un peu du cœur disons du cœur de l'écosystème tech. On parle moins de logiciels, d'intelligence artificielle, etc. On en revient à des secteurs un peu plus terre à terre avec des business models un peu plus évidents. Quand je dis évident, ça veut dire en fait rentable plus rapidement. Et voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses sur le repositionnement des portefeuilles. Question suivante. Est-ce un bon moment pour investir en early stage, des secteurs à nous recommander? Alors, comment dire que c'est le bon moment? C'est surtout si on constate que les termes des levées de fonds sont intéressants. Donc, qu'est-ce que c'est que des termes de levée de fonds intéressants? C'est quand on a une bonne boîte à un bon prix. Donc, le prix, c'est la valorisation. Il se trouve qu'en ce moment, vu que les montants investis baissent, les valos vont baisser proportionnellement. À côté de ça, la France reste un pays vachement solide du point de vue de la formation. On a des super écoles d'ingénieurs, des super écoles de management. Donc, on a des super infrastructures, etc. Donc, on garde un socle solide en France qui fait que les boîtes, elles vont rester de qualité. Les Français vont continuer de créer des boîtes de qualité. Et c'est simplement qu'il y aura des valos qui vont baisser. En ça, on peut imaginer que ça va être un bon moment pour investir en start-up parce que typiquement avant la crise, la valorisation normale d'une start-up qui faisait son premier tour de table, c'était plus jamais moins de 2 ou 3 millions d'euros, ce qui est pour une start-up toute jeune, ce qui est beaucoup. Et là, a priori, on pense que dans quelques mois, on pourra revoir des valos autour d'1 million d'euros. Et ça, on peut considérer que c'est un signe qui dit que c'est un bon moment pour investir en startup. Alors évidemment, il faut attendre que les gens aient l'autorisation de ressortir de chez eux quand même, c'est quand même mieux pour le business. Mais à partir du moment où ce sera le cas, il y aura des bonnes opportunités d'investissement. En tout cas, c'est ce que nous, on pense chez Angel Square. Et c'est comme ça qu'on va identifier les meilleures boîtes françaises. Alors, qu'est-ce qui va changer pour les entrepreneurs qui lèvent des fonds? Peut-on encore compter sur les BA? Eh bien, écoutez, je pense que les BA sont les investisseurs sur lesquels on peut le plus compter en ce moment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les BA ne sont pas des investisseurs comme les autres. C'est un peu des ovnis, en fait. Je ne sais même pas s'il faudrait les appeler investisseurs. On pourrait les dire que c'est des entrepreneurs qui ont de l'argent et qui en mettent dans des startups, mais c'est des associés. Il faut les voir comme des associés. Et donc, quand on les voit comme des associés, on comprend qu'ils n'investissent pas que pour une motivation financière. S'ils investissaient uniquement pour l'argent, ils n'investiraient pas en start-up. En start-up, il y a des espérances de gains importants parce que c'est très risqué. Mais s'ils aimaient juste la rentabilité et le TRI, ils feraient juste de la bourse ou des obligations ou de l'immobilier. S'ils investissent dans des boîtes, c'est parce qu'il y a autre chose qui les fait vibrer. Et ce autre chose qui les fait vibrer, il reste d'actualité, d'autant plus d'actualité parce qu'en fait, les BA sont souvent un peu des cow-boys, des gens qui sont entrepreneurs eux-mêmes, qui l'ont été et qui ils aiment bien le risque, ils aiment bien ils aiment bien les chamboulements, ils aiment bien les réorganisations, etc. Et en fait, la crise actuelle, c'est typiquement ça, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a deux types de réactions face à une crise comme ça. Il y en a qui vont être catastrophés et qui vont être prostrés, qui ne sauront pas quoi faire. Et il y en a d'autres qui vont considérer que c'est
une opportunité pour changer plein de choses, pour remettre à plat des boîtes, pour assainir l'écosystème qui avait tendance à faire quelques excès. Et donc, je pense que les business angels seront au rendez-vous. En plus, c'est des gens qui souvent sont assez branchés enfin, sont assez humains, quoi. Donc, ils investissent dans des entrepreneurs qu'ils aiment bien humainement. Et quand c'est ça la démarche d'investissement, on ne laisse pas tomber les gens dans la crise. Et c'est ce qu'on constate depuis le début de la crise, c'est qu'en fait, les BA sont vachement au chevet de leurs entrepreneurs. Moi, j'ai discuté avec plein de business angels que je connais bien, et ils m'ont tous dit qu'ils passaient leur journée au téléphone avec leurs entrepreneurs, ils les aident, ils leur envoient des infos sur les dispositifs gouvernementaux. Enfin voilà, il y a plein de signes qui rassurent sur le fait qu'on va pouvoir compter sur les business angels pour les prochaines semaines. Les VC question d'après, les VC en pause, est-ce que c'est une opportunité pour nous, business angels? Oui, ça peut être une opportunité sur les levées de fonds en seed, parce qu'en fait, ce qu'on avait vu ces derniers temps dans l'écosystème startup, c'est qu'il y avait de plus en plus d'argent, et donc notamment de plus en plus d'argent qui était investi en seed. Et ce surplus d'argent venait principalement des VC qui avaient de plus en plus d'argent sous gestion et qui donc descendaient de plus en plus dans les stades de maturité et arrivaient en seed avec une capacité à payer des valorisations un peu absurdes, ou en tout cas des valos que des BA n'auraient pas payé. Donc le fait que les VC, là, pour quelques mois, se détachent un peu de l'investissement dans les nouvelles boîtes, va permettre aux valos de se calmer, et en ça, va permettre aux business angels qui veulent s'impliquer, qui restent à l'affût de bonnes opportunités, d'investir dans les meilleures conditions, puisqu'il n'y aura pas de VC qui vont venir, entre guillemets, court-circuiter les discussions que peuvent avoir des BA avec des entrepreneurs. Donc en ça, le fait que les VC se mettent en retrait peut être intéressant pour les business angels. Alors, question d'Olivier. Bonjour Olivier. Alors, je suis désolé parce que la question est un peu longue. On comprend bien que lorsqu'on est au comité stratégique, on peut pousser les startups à se positionner vis-à-vis de la crise et à communiquer vis-à-vis des investisseurs. Lorsqu'on n'est pas au comité stratégique, est-ce que nous n'avons pas de contact avec les membres? Faut-il inciter les managers à communiquer? Y a-t-il des mesures à recommander en priorité? Chômage partiel, pré-atout, pré-rebond. Alors, faut-il inciter les managers à communiquer? Oui, évidemment, c'est vital. En ce moment, les entrepreneurs qui, en plus, pour beaucoup, sont assez jeunes, ont peu d'expérience, ils sont sans dessus dessous, quoi. Ils savent plus où ils habitent, ils savent plus ce qu'ils doivent faire. L'activité du jour au lendemain s'est arrêtée, donc ils ont besoin d'en parler, et notamment avec des business angels qui, pour la plupart, sont plus expérimentés que les entrepreneurs. Donc ça, c'est vachement important. Et il faut inciter les managers à communiquer avec leurs actionnaires, qu'ils soient au comité de sélection, enfin au comité stratégique ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est l'expérience de l'investisseur. Donc, il faut clairement inciter les managers à communiquer. Mais moi, je pense que de toute façon, les bons managers, ils comprennent tout de suite l'importance de communiquer avec leurs actionnaires, et ils comprennent tout de suite l'intérêt qu'ils ont à le faire, en fait. Parce que des actionnaires, potentiellement, ils ont déjà vécu des crises comme ça, ils ont des conseils vachement intéressants à donner. Donc les managers ont tout intérêt à communiquer. Pour ce qui est des mesures à recommander en priorité, évidemment, ça dépend de la situation de la boîte et ça dépend de son secteur d'activité. Mais donc là, je vois, Olivier, tu cites le chômage partiel. Oui, évidemment, le chômage partiel, c'est un peu une baguette magique qui a sorti le gouvernement, qui peut si ça dure pas trop longtemps, ça peut sauver la vie de plein de boîtes. Donc il faut clairement recommander le chômage partiel aux entreprises qui ont une chute d'activité brutale et qui pensent qu'elles pourront rebondir derrière. Après, il ne faut pas non plus considérer que le chômage partiel, c'est la réponse à toutes les questions. Il faut parfois que des entreprises se réorganisent, il faut parfois qu'ils prennent des décisions plus difficiles que simplement mettre au chômage partiel. Mais en tout cas, le chômage partiel peut être une super alternative pour laisser passer l'orage. Et le pré-atout et le pré-rebond, alors je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, moi, j'ai entendu beaucoup parler des prêts garantis à 90% par la BPI. Donc en fait, c'est les banques commerciales, donc la Société Générale, la BNP, qui prêtent assez facilement à leurs clients, à leurs entreprises clients, à des taux intéressants, garantis à 90% par la BPI. Donc pour l'entrepreneur, c'est rassurant, c'est une facilité de trésorerie assez confortable. Voilà. Donc j'encourage les entrepreneurs qui en ont besoin à le faire. Alors il ne faut pas non plus
prendre de la trésor pour de la trésor et enfin, pour le plaisir d'en avoir, sachant que c'est quand même des dettes. Il ne faut pas non plus alourdir trop la charge de dette de la boîte, etc. Alors, question d'Audrey, comment une startup peut-elle négocier sa valo au mieux en cette période de crise et sur quels critères? Bon, alors déjà, moi, je suis toujours un peu circonspect sur ce que veut dire négocier sa valo au mieux pour la startup. Ça sous-entend que, en fait, les intérêts de l'entrepreneur ne sont pas les mêmes que ceux de l'investisseur au moment de négocier la valo. Alors, évidemment, il faut que ça reste dans des proportions raisonnables. Il ne faut pas que l'entrepreneur se retrouve avec 15% de sa boîte. Mais moi, je pense que vraiment la valo d'un premier tour de table, parce que là, on parle essentiellement des premiers tours de table, on parle d'amorçage, c'est pas en fait, elle a peu d'importance. Ce qui compte au moment où on fait rentrer ses premiers investisseurs, c'est pas la valo, parce que c'est pas parce que la valo de la première levée de fonds, c'est pas la valo à laquelle se vendra peut-être un jour la boîte. Ça, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est de construire, c'est de profiter de ce premier tour de table pour construire une boîte et s'entourer d'investisseurs qui vont apporter de la valeur pour le développement futur de la boîte. Donc le but, c'est pas d'avoir la valo la plus haute possible. Si un entrepreneur se met ça en tête, il risque d'aller droit dans le mur parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer de choper la meilleure valo. Donc, quand je dis la meilleure valo, c'est la valo la plus élevée possible. Donc, je sais pas, typiquement, il a une boîte qui fait 10 000 euros mensuels de chiffre d'affaires. Et donc, théoriquement, ça se valorise, je sais pas, 1,5 million, 2 millions pré-monnaie, en tout cas avant la crise. Voilà. Et lui, il va essayer de négocier à 3, 4 millions. Donc, déjà, ça veut dire qu'il se coupera des meilleurs investisseurs qui, eux, des meilleurs business angels qui, eux, vont pas vouloir investir à n'importe quelle valo. Du coup, il va se retrouver avec des investisseurs un peu moins regardants sur la valo et qui, en général, sont un peu moins, sont moins qualitatifs, quoi. Voilà, parce qu'en général, les meilleurs investisseurs, ils font gaffe aux valo. Et puis surtout, ce qui est le risque avec le fait de vouloir trop gonfler sa valo dès la levée de fonds d'amorçage, c'est qu'en fait, 2 ans après votre levée de fonds d'amorçage, si jamais votre boîte s'est pas développée comme vous le vouliez, que la croissance n'était pas vraiment au rendez-vous, vous allez être à court de cash et il va falloir relever des fonds et il va falloir forcément lever à une valo supérieure à la première valo. Et là, vous risquez de vous retrouver en fait, dos au mur, quoi, parce que personne ne voudra investir dans une boîte à une valeur supérieure à la première parce que déjà la première était trop chère. Donc voilà, moi je pense pas qu'il faille raisonner en termes de comment choper la plus grosse valo dès son tour de table d'amorçage. D'autant plus qu'il faut se rendre à l'évidence, le marché là, des prochains mois de la levée de fonds va pas vous permettre de gonfler les valos. Donc, il va falloir être raisonnable. Ça ne doit pas être votre priorité de négocier la plus grosse valo possible. Votre priorité, ça doit être de trouver des investisseurs de qualité qui vont vous aider pour le développement de votre boîte et la valo de votre boîte et combien vous la revendrez dans 5 ans, dans 10 ans. Ce n'est pas le sujet du jour. Voilà, la levée de fonds d'amorçage, c'est une première brique dans l'édifice que vous construisez sur le long terme. Alors, on entend beaucoup dire que ce n'est pas le moment de lever des fonds. Qu'en pensez-vous? Encore temps de trouver des investisseurs ou devons-nous attendre septembre pour lancer notre roadshow? Alors, je pense que ça dépend clairement du profil d'investisseur que vous visez. Comme je l'ai dit, les business angels et les fonds d'investissement ne réagissent pas du tout de la même manière à la crise. Je pense que les business angels qui sont en ce moment, ils ont du temps à perdre, ils ont du temps disponible, ils sont enfermés dans leur maison en Normandie ou en Provence ou je sais pas où. Donc ils ont du temps pour discuter. En plus, c'est des gens qui ont ça dans le sang pour beaucoup. Et puis d'ailleurs, c'est encore une fois, ça se retrouve dans les résultats de l'étude qu'on a menée auprès de nos business angels. Je pense que les BA vont être encore à l'écoute des opportunités. Alors, ils vont, je pense, arroser un peu moins qu'avant, c'est-à-dire qu'il y aura moins de deals qui vont se faire, mais les business angels vont rester à l'affût d'opportunités. Donc, je pense que commencer un roadshow maintenant pour des business angels, ça peut avoir du sens. Encore une fois, en gardant en tête qu'il ne faut pas espérer les mêmes termes, les mêmes montants levés ou les mêmes valorisations qu'avant la crise. Voilà. Mais si vous prenez bien en compte la situation actuelle, le fait qu'il va y avoir moins d'argent sur le marché, que les valos vont baisser, c'est pas absurde du tout de commencer un roadshow de business angels aujourd'hui. Voilà, il faut juste bien cibler vos business angels, il faut avoir un discours cohérent, il faut montrer que vous avez les pieds sur terre, il faut montrer que vous avez un business résilient à la crise. Donc, si possible, qui ne va pas cramer trop de cash tout de suite.
Voilà. Mais sinon, ça peut être, il n'y a pas de contre-indication pour discuter avec des business angels dès maintenant. Et Olivier qui me met les précisions sur les prêts. D'accord, bah, écoute, Olivier, je regarderai ça. Alors, quelles sont les nouvelles exigences? Bah, je l'ai déjà plus ou moins dit. Ça va être je pense, une philosophie d'investissement qui va évoluer, qui va revenir qui va devenir un peu plus terre à terre. C'est-à-dire que je pense qu'avant la crise, on avait un peu le tendance à penser qu'une startup, c'était pas une entreprise, c'était un peu autre chose. Alors qu'en fait, une startup, c'est une entreprise. Une startup, c'est une entreprise qui paye des salariés, qui doit faire du chiffre d'affaires, qui doit trouver des clients. Et là, en fait, la crise actuelle rappelle que si on ne pense pas comme ça et si on imagine qu'une startup n'a pas les impératifs économiques d'une entreprise normale, et ben en fait, on va dans le mur et les startups qui n'ont pas de cash et qui n'ont pas de capacité à en générer tout de suite en faisant du chiffre d'affaires, et ben c'est les premières à mettre la clé sous la porte. Donc ça va changer les exigences des investisseurs. Je pense, c'est mon pronostic, mais je connais très bien les business angels, ça fait des années que je travaille avec eux. Et voilà, c'est des gens qui réfléchissent de manière très, très terre à terre, très, très logique, très rationnelle. Donc voilà, je pense que c'est dans ce sens-là que ça va évoluer. Alors, est-ce qu'on voit déjà apparaître des secteurs de prédilection pour les BA? Même chose, un peu ça recoupe la question précédente sur les nouvelles exigences. Nous, dans notre étude, on a vu que les business angels avaient particulièrement regardé tout ce qui est medtech, e-commerce, ce genre de choses. A priori, des business un peu plus, des business models assez simples, facilement facile à appréhender. Donc voilà, c'est des secteurs qui vont. Je pense que ça se fera au détriment des secteurs compliqués, donc notamment de tout ce qui est très technologique, avec des applications commerciales moins évidentes. Je pense par exemple aux boîtes qui font de l'intelligence artificielle ou des produits autour de l'intelligence artificielle avec aucune application commerciale tout de suite. Ça, c'est des boîtes qui vont avoir, je pense, du mal à lever dans les prochains mois. Alors que les business plus simples, avec un ROI plus évident, un chiffre d'affaires plus immédiat, vont, je pense, davantage intéresser les investisseurs. Alors, on a une question d'une fintech, je dirais d'une fintech Retrib, et j'ai pu voir que les fintech étaient avec les medtech. Avec l'évolution des critères de valeur et d'éthique, est-ce qu'une fintech orientée finance responsable va être au centre des attentes des BA? Alors, en effet, la fintech et la surtech étaient également citées dans les secteurs qui intéressaient les BA. Alors, voilà. Je pense que, en effet, la crise actuelle aura pour mérite, un des mérites, ce sera je pense que ça changera clairement la façon dont beaucoup de gens considéreront l'économie, considéreront les priorités de l'économie. Et les BA sont particulièrement à la pointe là-dessus. Donc déjà avant la crise, les BA étaient très branchés impact, investissement dans les sociétés responsables. C'était déjà assez prégnant après la crise. Je pense que ce sera encore plus après. C'était très prégnant avant et ce sera encore plus après. Donc, le fintech, c'est pas un gros mot de faire de la finance. Hein. C'est très bien de faire de la finance. Il y a des fintech qui sont géniales, qui changent la vie, qui rendent le monde meilleur. Voilà, et c'est très bien. Donc ça, il n'y a pas de souci avec le fait d'être une fintech. Mais je pense qu'en effet, la fintech, la finance responsable, comme les autres activités responsables, comme le e-commerce local ou la food tech locale, voilà, tout ce qui va dans le sens d'un assainissement des pratiques économiques plaira aux investisseurs. Et donc la finance responsable, je pense que ça peut être en effet un vrai axe intéressant pour les business angels ces prochains mois. Alors, comment analyser une startup dans ce contexte? Quels sont les éléments à surveiller avec encore plus d'attention? Je pense que encore plus maintenant, un des critères essentiels, ça va être des personnalités des entrepreneurs. Je le vois, moi je suis au capital de pas mal de startups, j'échange avec beaucoup d'investisseurs, beaucoup de business angels.
clairement, c'est là, enfin, quand il y a une crise de ce genre-là qui se déclenche, on voit ressortir les personnalités réelles des entrepreneurs et leur capacité à faire face. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Euh, donc évidemment, quand on investit dans une startup, on investit d'abord sur une équipe, sur des hommes et des femmes, une équipe fondatrice. Et je pense que c'est le critère qu'il faut regarder avec plus d'attention. Avant la crise, il y avait quand même beaucoup d'entrepreneurs qui se lançaient, qui, je pense, n'avaient pas vraiment les caractéristiques intrinsèques pour être entrepreneur et qui se lançaient parce qu'ils en entendaient beaucoup parler, parce que ça avait l'air d'être facile de lever des fonds. Il y avait un petit parfum d'argent facile quand on lançait sa startup, qui n'était pas très sain et qui incitait les entrepreneurs à se lancer alors qu'ils n'avaient pas, je pense, les compétences intrinsèques d'un entrepreneur. Et, et ça va être encore plus vrai après. Ça doit être le critère premier d'évaluation d'une startup. Ça doit être, OK, qu'est-ce que l'entrepreneur a dans le ventre? Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est impossible de prédire l'avenir, mais en tout cas, c'est ça qui doit être le premier critère de sélection quand on évalue une startup. C'est OK, qu'est-ce que fait l'entrepreneur? Comment il est? Quelle personnalité il a? Qu'est-ce qu'il faisait par le passé? Qu'est-ce qu'il prouve qu'il va être solide? Voilà. Et ça, après, on peut en parler pendant des heures de comment on évalue une personnalité. Je pense que chacun a ses critères d'évaluation. D'autant plus que quand un investisseur choisit un entrepreneur, c'est un peu comme sur Tinder, quoi. C'est soit deux personnalités qui se rencontrent et qui se plaisent en fait, dans les deux sens. Donc la personnalité de l'entrepreneur va être encore plus importante en temps de crise, parce que c'est uniquement là-dessus finalement que reposent les boîtes. C'est uniquement une question d'humain. Et si à la tête des boîtes, on a des gens qui sont pas assez solides, bah, malheureusement, ça ne pourra pas bien tenir. Voilà, donc c'est ça le premier critère que je donnerais. Peut-on s'attendre à des valorisations en baisse de 40 à 50% à l'instar de ce qu'on voit sur les marchés? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, quand même, les valos des startups sont moins cycliques, ou en tout cas moins rapidement cycliques que les valos en bourse. Il n'y a pas l'évolution des valorisations des startups en France, elle s'est faite de manière linéaire pendant 10 ans. Ça fait pas des montagnes russes. Mais n'empêche que voilà, si on considère que la valo avant la crise moyenne pour une startup qui lève des fonds en amorçage, c'était 2,5 millions. Moi, je pense qu'après la crise, ce sera 1,5 million. Après, on va revenir à peu près dans ces zones-là, je pense. Donc, ça fait à peu près du 30-40%. Donc, ouais, je pense que c'est pas délirant d'imaginer ça. Alors, nous avons des BSAR en cours. Faut-il envisager de les prolonger de 3 mois pour compenser le retard sur les levées dues à la crise? Je pense que tout ce qui peut aller dans le sens de faciliter la vie de l'entrepreneur et d'apporter des solutions de trésorerie rapides, ça peut être intéressant. Parce qu'en effet, il y aura des retards sur les levées parce que les gens ne vont pas investir pendant quelques semaines là. Donc, envisager de prolonger de 3 mois les BFR, ça peut être intéressant en effet. Alors, je ne sais pas si ça veut dire remettre au pot pendant ces 3 mois, peut-être. N'empêche que ça va dans le bon sens, parce que si ça peut permettre à l'entrepreneur de passer l'orage, c'est bien. Et encore une fois, il y a d'autres solutions de trésorerie. On n'est pas le chômage partiel, les prêts garantis par la BPI sont des solutions très concrètes et très immédiates qui permettent de passer les 3 mois d'orage plutôt que de refaire des BFR ou des choses comme ça. Voilà. Que pensez-vous des investissements dans la food tech durant et après cette crise? Quelles intentions de Business Angels? Alors, la food tech, c'est un grand sujet. Avant la crise, il y avait énormément de boîtes qui se lançaient sur la food tech. On voyait un peu tout et n'importe quoi. Ça n'empêche qu'il y a des vrais usages qui ont changé dans la food tech. La livraison à domicile, les cantines d'entreprise. On a financé beaucoup de belles. Il y a eu beaucoup de belles réussites françaises dans la food tech. C'est notamment tout ce qui tourne autour de comme je disais tout à l'heure, de la food tech responsable, donc la production locale, aider les agriculteurs, de fournir localement pour les agriculteurs. Par exemple, je pense à l'épicerie qui a fait une belle histoire.
tous les business de livraison qui ont explosé. Alors, il y en a aussi beaucoup qui ont disparu parce que c'était très concurrentiel. Je pense qu'il y a eu des excès dans la food tech, il y avait trop de business gadgets, je pense. Je pense que le marché est quand même assez saturé. Mais je pense qu'il y aura des branches de la food tech qui intéresseront les business angels, notamment celles qui, voilà, encore une fois, qui touchent à l'économie responsable, bien se nourrir, mieux manger, tout ce qui tourne autour des tendances véganes, des tendances végétariennes, tout ça. Donc, il y aura des branches de la food tech. La food tech, c'est très vaste. Hein. Ça va de la food tech, ça peut être de la biotech. Par exemple, des boîtes qui font du foie gras artificiel, des tatouages artificiels, de la vraie recherche pure jusqu'au business de livraison. Donc, c'est très vaste. Je pense qu'il y aura des business de food tech qui n'intéresseront plus, notamment tout ce qui tourne, je pense, autour de la livraison, il n'y a plus rien à faire là-dessus. Mais sur les autres secteurs de la food tech, il y aura des choses intéressantes. Alors, compte tenu du changement que va provoquer la pandémie, les modèles économiques des projets en phase de démarrage vont-ils être encore pertinents ou adaptés? Je crois que j'ai déjà un peu répondu. Les modèles économiques, enfin, les investisseurs vont être plus exigeants sur les modèles économiques. Une startup pourra moins facilement, peut-être même plus du tout, lever des fonds en n'ayant pas de business model. Donc, je pense que il va falloir s'adapter en tant qu'entrepreneur, il faut le savoir. Si on lève des fonds, il va falloir prouver qu'on a un modèle sain, un business model sain. Quand je dis sain, c'est en fait rémunérateur tout de suite. On va plus pouvoir dire aux investisseurs, OK, pendant 2 ans, je ne fais pas 1 euro de chiffre d'affaires, j'en ferai quand j'aurai acquis 1 million d'utilisateurs. Ça va être difficile. Voilà. Alors, le DSAR, est-ce que c'est un outil adapté pendant la crise? Est-ce vraiment avantageux pour nous investisseurs? Alors, moi, j'aime pas du tout les DSAR. Je pense qu'un investisseur, quand il investit, il prend déjà suffisamment de risques. Et enfin, moi, je préfère être actionnaire d'une boîte tout de suite, savoir tout de suite le prix que je vais payer, donc la valo à laquelle je vais rentrer au capital. Je préfère avoir tout de suite mes parts de capital. Parce que le BSA, en fait, le BSAR, ça laisse encore beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas quand on sera converti le BSA, on ne sait pas à quel valo sera converti, on ne sait pas qui va rentrer au capital pour me permettre de convertir mon BSA. Et puis en plus, entre-temps, c'est-à-dire entre le moment où on verse notre argent et le moment où notre BSA est converti, on n'est pas vraiment actionnaire de la boîte, donc on n'a pas les mêmes droits, on est moins souvent au board, donc on a moins de poids dans la gouvernance de la boîte. Donc moi, j'aime pas trop les BSAR. Je sais que c'est surtout pour les entrepreneurs en fait que c'est cool d'avoir des BSA parce que ça évite de parler du sujet épineux de la valo. Mais moi, je pense qu'il faut tout de suite, aborder le sujet de la valo. Et je pense que les relations sont plus saines entre investisseurs et entrepreneurs quand il y a des levées de fonds en capital normal plutôt que des DSAR. Alors, une question sur le retail. Comment expliquer le chiffre radical? En effet, les BA, dans notre étude, pour le coup, ils disent qu'ils ne peuvent du tout investir en retail. Enfin, en gros, il n'y a aucun BA qui a cité le retail comme secteur de prédilection. Je pense que c'est un peu lié à la panique actuelle, c'est-à-dire qu'ils se disent, OK, en ce moment, personne sort de chez soi. Personne ne va dans les magasins, puis les magasins sont fermés, donc c'est peut-être pas le moment de se lancer sur du retail. Parce que peut-être que les investisseurs se disent que le confinement va durer, il va pas durer jusqu'à mai, mais il va peut-être durer jusqu'à septembre ou jusqu'à août, ou je sais rien, et que donc c'est pas le bon moment pour lancer un business retail. Voilà. Et je pense que dans 1 an, si on a un retour à la normale, ils se remettront à s'intéresser au retail, il n'y a pas de raison. Alors, on me dit que les prêts à tous les rebonds sont des prêts BPI, voire sur le site de BPI France. Très bien. Je ne sais pas les termes à tous les rebonds, mais c'est vrai que BPI, j'en ai fait plein d'initiatives. Alors, nous avons fait une levée en seed et nous allons faire une deuxième levée en early stage. Avec le nouveau contexte, quelle serait la nouvelle valo en early stage? Alors, c'est difficile de dire parce qu'il n'y a pas de. Je ne sais pas ce que fait ta boîte, je ne sais pas à quel stade de maturité vous êtes. En tout cas, il faut qu'elle soit plus élevée que la première levée de fonds, c'est tout ce que je peux dire.
enfin, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est que c'est vraiment mauvais signe et les premiers investisseurs ne vont pas être contents. Euh, donc, bah après, pour te donner un ordre de grandeur, en général, quand tu fais une valeur, imaginons que tu as fait ta levée en love money, première levée de fonds en love money, tu l'as fait à valo, je sais pas, 1 million, c'est déjà beaucoup, mais imaginons, disons que ta valo early stage, tu as levé, alors ce que tu appelles early stage, tu vas peut-être la faire à un valo 1,5 million. Bon, c'est, encore une fois, je ne sais pas ce que fait ta boîte, donc c'est difficile à dire. Euh, L'avenir d'une startup aujourd'hui n'est peut-être pas de répondre à la fois à une problématique de marché, une quête de viabilité économique et apporter une réponse aux enjeux sociétaux de notre époque. Bah si, tout à fait d'accord. Alors après, c'est pas, enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de créer une boîte pour changer le monde absolument. On peut aussi dire une boîte qui tourne, et qui embauche des gens et qui les rend heureux et qui une bonne ambiance au travail. Bah, on met déjà notre petite pierre à l'édifice d'une société qui tourne. Donc il n'y a pas besoin non plus de se mettre trop la pression sur changer le monde. Euh, Si on peut ne pas faire du mal à qui que ce soit, c'est pas très bien. Mais il faut pas. Je trouve que parfois on a un peu trop tendance à dire ouais, toutes les startups doivent changer le monde, etc. Euh, c'est bien, c'est très bien, mais il faut aussi que chacun reste à sa place. Commençons par créer des boîtes viables sur le long terme, qui intègrent dès le début des réflexes économiques sains et des réflexes même sociétaux sains, des trucs, je sais pas, ne pas encourager je sais pas, les délocalisations, le mal-être au travail, enfin voilà, il y a plein de petites choses que peut faire une entreprise au quotidien pour rendre les gens heureux. Si en plus, en faisant son business, elle peut rendre le monde meilleur, c'est super, mais toutes les boîtes ne sont pas dans ce cas-là. Mais en tout cas, c'est sûr que les investisseurs et tout le monde va être de plus en plus sensible à ça. Et voilà. Alors, question suivante. Est-on dans une période propice pour trouver le bon BA? Ont-ils du temps à consacrer à l'étude de nouveaux dossiers? Ouais, je l'ai déjà dit, oui, je pense qu'ils ont du temps parce que, comme tout le monde, ils ne font pas grand-chose en ce moment. Enfin, ils ont plus de temps qu'avant, on va dire. Euh, donc oui, je pense que c'est une période propice pour trouver le bon BA. Je pense qu'il faudra être particulièrement regardant sur quel BA correspond à ton business. Mais je pense que les BA répondront et je pense que c'est le bon moment. En quoi Angel Square peut m'être utile en tant que business angel? Ah, bah écoute en fait, nous, ça fait 4 ans qu'Angel Square existe. On fédère plus de 600 business angels aujourd'hui. La plupart des business angels français les plus actifs sont chez Angel Square. Et en fait, l'intérêt d'Angel Square pour les business angels, c'est que c'est déjà d'investir aux côtés d'autres business angels compétents, donc qui partagent tous une philosophie d'investissement proche, en fait, qui est non seulement des tickets d'investissement relativement significatifs, que le ticket moyen des BA Angel Square est de 50 000 euros par boîte, mais il y a aussi une vraie importance du smart money, c'est-à-dire de l'implication qu'ont les BA au sein des startups de leur portefeuille. Et en fait, quand tu rejoins une communauté comme Angel Square, bah, ça te permet d'investir aux côtés d'autres gens compétents. Et ça n'a pas de prix. C'est le seul moyen de construire des boîtes, je pense, c'est le seul moyen de construire des boîtes sur le long terme, c'est de s'entourer dès le début des meilleurs business angels possibles qui correspondent à son secteur d'activité, évidemment. Les meilleurs BA ne sont pas les meilleurs BA pour toutes les startups du monde. Mais voilà, on l'a vu, toutes les boîtes françaises qui ont cartonné, au début, elles ont fait rentrer des business angels de qualité. Donc, investir avec des business angels de qualité, c'est important. Et puis au-delà de ça, nous, en deux soirs, on va passer 300 boîtes par mois, on sélectionne les 10 meilleurs et on finance les 10 meilleurs. Donc on a aussi une puissance de sourcing et d'analyse, parce que nous, on a une équipe d'une quinzaine de personnes qui, toute la journée analyse des boîtes. On a moins de boîtes à analyser en ce moment, mais on est une vraie troupe aspirante à Diplo et on sélectionne les meilleures boîtes et on finance les meilleures. Alors, euh, certains BA ont quand même perdu pas mal d'argent en bourse, ne sont-ils pas plus prudents? Alors si, tout à fait, ils vont être plus prudents. D'ailleurs, il y en a qui le disent dans le résultat de notre étude. Hein. Il y en a quand même 40, il y a 44% des BA qui disent qu'ils vont investir
qui vont continuer d'investir, mais moins qu'avant. Et à ça, il faut rajouter 15% des BA qui disent qu'ils ne vont plus investir en dehors de leur portefeuille existant. Donc, ça, c'est lié notamment au fait que ils vont dégager moins de liquidités pour les startups qui sont des actifs à haut risque, notamment parce qu'ils se sont pris des taux en bourse. Et alors après, je ne sais pas, je suis pas un spécialiste de la bourse, j'imagine qu'il y en a qui sont sortis avec d'autres, qui arrivent à racheter quand les cours sont bas et à ne pas vendre quand il ne faut pas vendre. Mais en tout cas, si forcément les BA vont être plus prudents, et ça rejoint ce que je disais sur leurs nouvelles exigences et leurs nouveaux critères de sélection. Voilà. Alors, je suis actionnaire d'une start-up et n'ai aucune nouvelle depuis le confinement malgré plusieurs relances. Quels sont mes droits? Que puis-je exiger de la part du dirigeant? Alors, donc je comprends que tu n'as aucune nouvelle d'un entrepreneur que tu as financé. Alors, donc tes droits sont spécifiés dans le pacte d'actionnaires et dans les statuts de la boîte, accessoirement. Euh, donc, normalement, il y a un droit de. Enfin, c'est assez usuel dans les pactes d'actionnaires, il y a ce qu'on appelle un droit d'information, un droit de reporting. Donc, en fait, l'entrepreneur est obligé de faire du reporting à ses investisseurs. Normalement, tu as le droit de le réclamer. Euh, et puis, même, sans faire jouer les clauses du pacte, normalement, ça, enfin, humainement, c'est assez normal de tenir au courant ses associés. Donc, tu es tout à fait en droit de réclamer des infos et, et si vraiment l'entrepreneur ne donne aucune nouvelle, tu peux aller encore plus loin. Actuellement, on t'a mis une procédure en justice. En fait, je ne peux pas aller jusque-là, mais enfin, j'espère que ça n'ira pas jusque-là. Mais tu as des droits à faire valoir en tant qu'investisseur, en tant qu'associé. Et voilà, je peux tout à fait le faire. Alors, Angel Square compte-t-elle s'engager plus fortement et co-investir avec ses membres Business Angels? Qu'en est-il d'Angel Square Capital? Alors, nous, en effet, on a lancé notre activité d'investissement l'année dernière. On va continuer de la maintenir. Alors, nous aussi, on s'adapte, on, on va voir les deals qui passent. On a déjà constaté une baisse du flow reçu par Angel Square ces derniers jours. Euh, mais nous, depuis le début, on est vachement engagé aux côtés de nos business angels. On fait un gros travail pour fédérer les meilleurs BA, secteur par secteur, expertise par expertise. Et donc, dans certains cas, on peut investir avec eux. Tout ça, on va continuer de le faire. Et voilà, donc oui, on continue d'être engagé. Plus fortement, je ne sais pas, on l'était déjà très fortement avant, on va le rester. Et voilà, donc Discord Capital va continuer de perdurer. Angel Square cherche-t-elle à embaucher de nouveaux collaborateurs à la sortie du confinement? Écoute, c'est pas prévu, on n'est pas encore dans une logique d'embauche. Nous aussi, on a une entreprise qui est confinée, qui télétravaille, donc c'est pas le meilleur moment pour lancer des projets d'embauche. Donc, pas de alors, maintiens-tu tes projections de valo autour de 1 million à 1,5 million en cas d'inflation considérable suite à l'injection massive de liquidités? Euh, alors, s'il y a une inflation considérable, j'imagine que c'est parce que on aura distribué de l'argent à tout le monde et on aura payé le chômage partiel de tout le monde pendant des mois et on aura arrosé tout le monde de prêts à taux zéro. Je suis pas sûr que cet argent massivement investi dans l'économie se retrouvera dans les valos de start-up, parce que je suis pas sûr que les gens vont dépenser le pognon que va leur donner l'État en investissant en start-up. Je pense que c'est plutôt le prix des pâtes et du PQ qui va augmenter et pas trop celui des startups. L'investissement en startup, c'est un business de confiance, hein, c'est une activité qui est basée sur la confiance dans un premier temps. Et, euh, et la confiance, c'est pas une histoire de masse monétaire, c'est est-ce qu'on a confiance dans l'avenir et voilà. Donc non, je pense pas. Je pense pas. Alors, les entreprises qui développent des consumer apps ou des jeux mobiles peuvent-elles intéresser les BA? Alors, oui, ça peut. Si on raisonne à très court terme, les gens passent beaucoup de temps aujourd'hui sur leurs ordinateurs, sur leurs jeux vidéo, etc. Euh, voilà, tous les business qui peuvent en fait perdurer pendant le confinement sont intéressants. Donc, voilà, ça se sent dans les réponses que nous ont fait nos BA sur les secteurs. Euh, mais oui, les consumer apps et les gaming sont des secteurs qui intéressent les BA. Et il y a des BA d'ailleurs qui sont vachement spécialistes de ça, parce qu'il y en a pas mal qui ont créé des consumer apps ou des boîtes de gaming, enfin des boîtes autour du gaming.
et qui ont gagné de l'argent comme ça et qui en réinvestissent une partie, donc qui aiment bien investir dans leur secteur de prédilection. Voilà. Euh, alors, comment trouver le bon business angel et comment être sûr qu'ils vont apporter de l'expertise qui peut manquer au projet? Alors évidemment, c'est tout l'enjeu. Hein. Quand on fait une levée de fonds, comme je l'ai dit, la priorité, ça ne doit pas être de faire une levée à la plus grosse valeur possible. Ça doit être de s'entourer des business angels qui vont favoriser le développement de la boîte sur le long terme. Euh, alors évidemment, c'est un risque de faire rentrer un business angel, tout comme c'est un risque de monter une boîte, c'est un risque de faire rentrer de monter une boîte avec un associé. Donc, il ne faut jamais être sûr de comment ça va se passer. C'est risqué, il faut le savoir. Un business angel, c'est un associé, c'est un être humain. Il peut péter un câble, il peut être sociopathe. Enfin, je veux dire, alors nous, on l'a jamais vu, hein, rassure-toi. Enfin, on l'a jamais vu. Il y a des gens qui sont plus bizarres que d'autres, mais moi, je pense que le bon business angel pour une startup donnée, c'est quelqu'un qui connaît le secteur, c'est quelqu'un qui est prêt à apporter ses conseils sans mettre trop de bâtons dans les roues de l'entrepreneur. Donc voilà, un investisseur qui soit capable de faire un bon mix entre liberté laissée à l'entrepreneur et implication. Et puis après, tu peux aussi clairement, dans un pack d'actionnaires, dire que enfin, tu peux structurer un board, un comité stratégique dans lequel tu mettras tes business angels, ou en tout cas les business angels que tu penseras les plus pertinents pour toi. Euh, et du coup, bah, ça garantit en fait leur implication. Et moi, c'est un truc que je recommande aux entrepreneurs. D'ailleurs, structurer un board, c'est vachement bien. Parce que dès le début, ça t'obligera à faire un reporting clair et régulier, ce qui est vachement important pour toi d'un point de vue entrepreneurial, dès le début, de savoir faire un reporting régulier, de le faire proprement, sérieusement, etc. Parce que je veux dire, il y a rien de pire pour des investisseurs, mais il n'y a rien de pire pour faire tout le monde qu'un entrepreneur qui ne connaît pas ses chiffres, qui ne sait pas combien il dépense tous les mois, combien il encaisse tous les mois. Voilà, donc c'est faire rentrer enfin, structurer un comité stratégique ou un board, c'est vachement important pour ça notamment. Et puis en plus, au-delà de ça, dans la stratégie de la boîte, ça peut être vachement important parce que je te rappelle qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a les mains dans le cambouis toute la journée et la tête dans le guidon. Et, euh, et c'est difficile souvent pour l'entrepreneur de prendre du recul, de sortir de son business quotidien et de se dire, OK, est-ce que la stratégie, est-ce que la direction que je prends là, c'est la bonne? Est-ce que tout ce que je fais au quotidien, ça sert la stratégie de long terme que j'ai décidé? Et en fait, un board, pour ça, est vachement important parce que ça te permet justement de tous les mois, alors en général un board, ça peut se faire tous les 2, 3 mois, voilà. Et donc tous les 2, 3 mois, tu discuteras stratégie avec des gens qui eux n'ont pas la tête dans le guidon et donc pourront te remettre dans le droit chemin s'il y a besoin. Donc, euh, donc voilà. Et donc pour comment être sûr qu'il va apporter de l'expertise à ton projet, il faut qu'il connaisse son secteur, tu les rencontres, tu discutes avec eux, tu t'assures qu'ils ont des trucs intéressants à raconter sur ton business, qu'ils pourront t'apporter quelque chose que toi, ils pourront t'apporter une compétence que tu n'as pas. Alors, donc, ces compétences, c'est très concret. Hein. Par exemple, il sera impliqué dans tes recrutements clés, par exemple, qui rencontrera les candidats que tu veux recruter à des postes clés, ou ça peut être, il t'aidera à lancer un bureau à l'étranger parce qu'il habite à l'étranger. Enfin, voilà, c'est comme ça, c'est très concret. Alors, encore une question sur les injections massives de liquidité. Ne penses pas qu'au vu des injections massives de liquidité, il ne soit finalement pas plus risqué de conserver son cash hyperinflation que des investisseurs dans les startups? Bah non, parce que si c'est une hyperinflation, ton cash il perd toute sa valeur. Et du coup, il vaut mieux avoir quelques pourcents d'une startup, même si elle est très jeune et qu'elle fait peu de chiffre d'affaires, plutôt que d'avoir une brouette de cash qui vaut plus rien, je pense. Bon, voilà. Après, ça n'empêche que ça reste très risqué d'investir dans des startups, euh, mais voilà, conserver son cash en cas d'hyperinflation, je pense pas que ça sert à grand-chose. C'est quoi vos plus belles startups financées? Alors écoute, on a financé 200 boîtes en 4 ans, donc ça commence à faire un paquet. Il y a eu des super boîtes parmi celles-ci, évidemment. On a financé Tommy King, on a financé Épicerie, on a financé Tiller System, on a financé Tempo, on a financé AssoConnect, on a financé
Fluence aux États-Unis. Voilà, je t'invite à aller regarder sur le track record d'Angel Square. Il y en a plein qui ne me viennent pas en tête là, mais il y en a plein de très jolis. On a financé Sésame, voilà, qui est une fintech en plein dans le thème de la tourmente financière, qui font de l'intelligence artificielle pour des investisseurs en bourse. Euh, voilà. Et alors, une question qui vient de. Là, c'était déjà quasiment une heure que je parle, mais c'est pas vite. Une question sur Angel Square. Donc, en s'inscrivant sur Angel Square, vous nous présentez des business angels, c'est ça? Bon, ouais, alors c'est résumé comme ça. Alors, on va sélectionner quand même très rigoureusement les boîtes, puisque nous, en fait, notre travail, c'est d'animer une communauté d'investisseurs qui sont vachement exigeants. Et donc, on choisit les meilleures boîtes. Et en tout cas, c'était sélectionné, le but, c'est en effet ça. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus aucune question. Si vous en avez encore quelques-unes, on a encore 5 minutes. J'espère que je suis clair dans mes explications et que vous m'avez bien entendu. Voilà. Euh, alors, il y a des questions aussi dans le chat que je n'avais pas vues. 2 secondes. Des questions dans le chat. Je serais intéressé d'avoir des stats sur les startups qui n'ont pas marché pour avoir des points de vigilance pour nos due diligence. Alors, c'est sûr que ça, ce serait top la formule magique pour savoir si une boîte va marcher ou pas. Les causes d'échec sont diverses et variées, tout comme les causes de succès d'ailleurs. C'est très difficile d'avoir des stats là-dessus. Donc, nous, en tout cas, au quotidien, sur Just Square, les critères de sélection qu'on applique, c'est des critères très spécifiques à l'amorçage. En gros, comme j'ai dit, c'est d'abord la qualité de l'entrepreneur, le marché, donc est-ce que le marché est porteur. Ensuite, c'est ce qu'on appelle l'attraction, donc les chiffres. Est-ce que la boîte, avec le peu de moyens qu'elle avait au début, elle a réussi à atteindre un niveau de business intéressant? Moi, je pense que là, tu vois, pour le coup, pour répondre à ta question, je pense que c'est ça le critère le plus évident qui permet d'essayer d'anticiper, alors c'est pas difficile, mais qui permet d'anticiper un échec éventuel d'une startup. Normalement, un bon entrepreneur et une bonne boîte, dès le début, tu sens que sur les chiffres, donc c'est des trucs concrets, tu sens que c'est une bonne boîte. Donc c'est tout bête, mais nous, on a financé des boîtes alors il y avait que les 2 fondateurs qui bossaient dans la boîte, et les boîtes, elles faisaient déjà 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel sur du e-commerce, mais certes, mais quand même, tu sens tout de suite, tu peux sentir tout de suite, même si une boîte est toute petite et qu'il y a 2 personnes dans la boîte, tu peux sentir tout de suite que les chiffres sont impressionnants, quoi. Et, et je pense que c'est le critère le plus fiable pour essayer d'anticiper les chances de réussite d'une startup, quoi. Voilà. Nous, on n'a pas de stats sur les causes d'échec des boîtes. On a des stats sur plein d'autres choses. On a des stats sur les multiples moyens de valo, sur le nombre d'exits, sur le nombre d'échecs, etc. Mais pas sur les causes des échecs. C'est vrai que ce serait vachement intéressant, mais j'imagine qu'il faudrait s'accrocher pour recueillir l'information. En tout cas, ce serait vachement intéressant de l'avoir. Euh, alors, Eric, merci pour les explications. Pourra-t-on revoir la vidéo sur le site? Et bah, justement, Alex a répondu dans le chat. Oui, vous pourrez revoir la vidéo sur le site et on va faire un post de blog où vous pourrez trouver la vidéo qui sera accessible via Angel Square. Et puis on la mettra sur nos réseaux sociaux. Donc oui, oui, tout à fait. Voilà, 15h27. Bon, bah, j'ai tenu 1 heure. Voilà, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, bah, vous nous contactez évidemment avec grand plaisir. L'équipe Angel Square reste sur le pont. Euh, L'écosystème n'est pas mort. Vive l'écosystème. Il y a quelques semaines difficiles devant nous. Ensuite, la reprise, elle sera a priori plutôt
plutôt progressive, mais voilà, petit à petit, on reviendra à une activité satisfaisante. Et voilà, il n'y a pas de raison qu'avec toutes les énergies qu'on a tous ensemble, il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas un écosystème aussi excitant qu'avant, mais en encore plus sérieux et en encore plus prometteur. Voilà. Bon, bah, merci à tous. Merci Alexandre pour l'organisation. Et puis bah, à bientôt. Merci.